Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la cystite idiopathique féline, une affection du bas appareil urinaire fréquente chez les chats et qui a une particularité puisque l'origine est une inflammation neurogène. Quelques mots concernant cette cystite idiopathique. Elle présente de nombreuses similitudes avec la cystite interstitielle en médecine humaine, notamment chez la femme. Ça représente, on considère, de 59 à 67% des cas d'affection du bas appareil urinaire. Et le profil typique, c'est un chat plutôt jeune, d'âge moyen, rarement chez un vieux chat. Le chat est plutôt en surpoids, il a peu d'exercice. Souvent, il vit en appartement et puis des congénères sont présents. Pas de différence entre mâles, femelles, peut-être un petit peu plus chez les mâles stérilisés. Souvent, ce sont des chats qui ont une alimentation sèche. Quelques statistiques. C'est un fréquent motif de consultation puisque ça représente 7 à 8% des consultations chez le chat. Ça affecte environ 0,5 à 1,26% de la population féline. Et si on regarde parmi toutes les affections du bas appareil urinaire, eh bien, on voit que le diagnostic de cystite idiopathique féline correspond à environ 60% des cas, de 55 à 69%, selon les chiffres de la littérature. L'urolithiase de 13 à 28%, et les bouchons urétraux 10 à 21%, et puis les infections urinaires, vous voyez que c'est seulement de 1 à 8%, c'est pas énorme. Et on a bien sûr toutes les autres origines qui sont d'origine traumatique, les tumeurs, etc., qui représentent seulement 3% des cas. Là, je vous ai remis une étude qui a été publiée par Gerber en 2005, et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes valeurs que ce qui a été décrit précédemment. Donc, à retenir, la cystite idiopathique féline, finalement, c'est le diagnostic le plus fréquent parmi toutes les affections du bas appareil urinaire chez le chat. Quels sont les signes cliniques? Eh bien, on a essentiellement des troubles chroniques de la miction qui vont se traduire par une hématurie, visible ou non d'ailleurs à l'œil nu, une dysurie, c'est-à-dire que le chat présentera une difficulté à l'évacuation de l'urine, qui, si on a en plus une douleur, on parlera de strangurie. On a souvent de la pollakiurie, c'est-à-dire que le chat augmente la fréquence de ses mictions. Et puis, souvent, très souvent, on observe une miction en dehors de l'endroit réservé à l'émission d'urine. Normalement, on parle de périurie. Le tableau clinique, vous le connaissez, eh bien, on a un léchage exacerbé de tout ce qui est la zone périanale. Ça peut prendre différentes formes cliniques. Une forme aiguë qui va durer une petite semaine, mais en fait, c'est pas très fréquent et les rechutes sont fréquentes dans ce cas-là, surtout si en fait la cause, le stress initial n'est pas éliminé. La plupart du temps, on a une forme à répétition, voire une forme persistante chronique. Et puis, ça peut même conduire jusqu'à avoir une obstruction de l'urètre qui sera plus souvent observée chez le mâle. La douleur est omniprésente, avec une douleur tant à la palpation de l'abdomen qu'au moment de la miction. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura toujours une modification du comportement. C'est d'ailleurs ce qui amènera à consulter le vétérinaire. Le diagnostic se réalise plutôt par exclusion des autres causes d'affection du bas appareil urinaire. Pour cela, on réalisera une analyse urinaire avec examen bactériologique et recherche de cristaux. Encore que la présence de cristaux peut être normale pour certains chats avec une urine très concentrée.
On fera appel à l'imagerie médicale, radiographie, échographie, urétrocytoscopie, et on pourra observer dans environ 15% des cas une muqueuse vésicale épaissie. C'est assez fréquent en cas de SIF d'observer une muqueuse urétrale qui soit un petit peu une paroi. On fera appel également à l'imagerie médicale, radiographie, échographie, urétrocytoscopie, et dans environ 15% des cas, on pourra observer une paroi vésicale épaissie. C'est relativement fréquent. Alors, la physiopathologie de la cystite idiopathique féline, ce qui nous intéresse puisque ça va conditionner le traitement. On va s'appuyer sur la physiopathologie pour mettre en place le traitement. L'origine de cette affection est multifactorielle. En effet, la cystite idiopathique féline inclut de nombreuses anomalies qui incluent la vessie, le système nerveux, et puis l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, lequel va diminuer le rétrocontrôle négatif exercé sur le système surrénalien, et ça entraînera une diminution de la production de catécholamine. Si on regarde maintenant la paroi vésicale, eh bien la paroi vésicale est tapissée à l'intérieur d'une couche de GAG, des glycosaminoglycanes. Ces glycosaminoglycanes donc tapissent la muqueuse vésicale, muqueuse qui se compose d'un neuroépithélium pluristratifié avec une sous-muqueuse où on trouve des neurones, des capillaires et puis diverses cellules, notamment des mastocytes qui vont se dégranuler au moment quand on aura présence de douleur. Cette couche de GAG a son importance puisqu'elle protège la muqueuse et elle a comme caractéristique notamment de posséder une charge négative qui permettra de former une barrière hydrophile imperméable, protectrice de la muqueuse. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, quand on a une altération qualitative ou quantitative de cette couche de GAG, la muqueuse se trouve exposée aux constituants urinaires, pour peu qu'on ait une urine très concentrée, en particulier les ions potassium, qui seront toxiques pour la muqueuse urétrale, entraîneront en fait une douleur sous-jacente avec libération des médiateurs de l'inflammation, histamine, prostaglandine, ce qui entraînera une stimulation des neurones sensoriels, les fibres C en particulier, et ça libérera des neurotransmetteurs, notamment la substance P, ce qui entraînera en aval une douleur accentuée, une vasodilatation des vaisseaux de la sous-muqueuse avec un œdème de la sous-muqueuse, une perméabilité des capillaires augmentée, une contraction des muscles de la vessie et de l'urètre, et à nouveau une dégranulation des mastocytes, d'où inflammation, d'où à nouveau une douleur augmentée. Et vous voyez bien qu'on a un cercle vicieux qui se met en place, et l'inflammation est bien d'origine neurogène, ce qu'il faut retenir. On a une inflammation d'origine neurogène. Donc le traitement, eh bien le traitement, il va se baser sur toute cette physiopathologie qui est multifactorielle, donc nous aurons obligatoirement un traitement multimodal. Ce traitement fera appel à la gestion du stress. C'est absolument essentiel de bien comprendre que chaque cas est différent. Il faut bien recueillir les commémoratifs, parler avec les propriétaires. Il faut mener un questionnaire précis et donner des recommandations. C'est un temps essentiel dans le traitement
de la cystite idiopathique féline. On s'attachera à diluer l'urine, donc ça peut passer par une modification aussi de l'alimentation. On protégera la muqueuse vésicale puisqu'on a vu qu'on a une altération de cette muqueuse vésicale. Et puis bien évidemment, on luttera contre la douleur qui est inacceptable pour le chat. Sachez qu'on n'a jamais de guérison complète. Une bonne gestion de la maladie est possible si on a des propriétaires motivés, si on leur explique bien. Et puis il faut bien avoir tout le support de l'équipe vétérinaire. ASV, vétérinaire, il faut bien expliquer. Et c'est une affection qui est à prendre au sérieux puisque ça peut être une cause d'euthanasie en l'absence de traitement efficace. Donc il est important d'apporter une thérapie appropriée. Alors si on reprend chaque partie du traitement, la gestion du stress, eh bien la gestion du stress, quelques recommandations. Il faut enrichir l'environnement du chat, par exemple en jouant davantage avec lui, en lui proposant des griffoirs, en lui proposant de pouvoir stationner, de pouvoir observer un petit peu la situation en hauteur. Il faut qu'il ait des endroits calmes, réservés pour lui, pour dormir, pour se reposer, des échappatoires, surtout si on a plusieurs animaux à la maison. Il faut assurer sa tranquillité. Un point particulier, c'est le nombre de litières. On veillera à ce qu'il y ait un nombre de litières égal au nombre de chats plus une litière pour qu'il n'y ait aucune rivalité entre les chats. Et puis, on veillera aussi à ce que cette litière soit dans un emplacement approprié. On ne met pas la litière dans le passage. Il faut que le chat soit tranquille. On multipliera les interactions avec les propriétaires, ce qui demande bien un effort de la part des propriétaires. On essaiera, dans la mesure du possible, de gérer tous les conflits avec les congénères, avec les autres animaux présents à la maison. Et puis, surtout, on évite tout changement brusque, ce qui est souvent à l'origine de la première crise de cystite idiopathique féline. Un déménagement, le départ d'un enfant, le départ d'un conjoint, etc. Bon, pas toujours facile effectivement à gérer, mais on essaiera toujours d'éviter le stress et les changements brusques chez ces animaux. Maintenant, on veillera aussi à apporter une gestion médicale du stress, toujours avec cet enrichissement du milieu. Alors, bien évidemment, on n'amènera pas un produit difficile à administrer parce qu'on ne va pas amener du stress supplémentaire. On recommande l'utilisation de L-tryptophane à la dose de 12,5 mg par kilo et par jour. Ça a été montré que cette dose réduit les signes d'anxiété chez des chats qui vivent à plusieurs dans une maison. Ça a été publié. On peut aussi utiliser de l'alpha-casozépine ou le Feliway, qui est un produit bien connu aussi dans le monde félin. Les antidépresseurs seront à utiliser avec un peu plus de précaution, avec plus de parcimonie. Un autre point essentiel du traitement, c'est boire. Boire, boire, boire. En effet, ça permettra de diluer l'urine, donc de diminuer la concentration en substances toxiques présentes dans l'urine, et ça permet de diminuer le risque de récidive de cystite idiopathique féline chez les chats prédisposés. Alors, un chiffre à retenir, c'est qu'en moyenne, un chat doit boire environ 50 ml par kilo et par jour, ce qui est beaucoup. Alors bien évidemment, si on a une alimentation humide, on en tient compte. C'est pas la même chose que si le chat est nourri avec des croquettes. Mais comment faire boire un chat? Eh bien, il faut vraiment s'attacher aux exigences du chat, à savoir
il faut que le chat ait toujours de l'eau fraîche, de l'eau propre, facilement accessible, et puis respecter ses préférences. Certains chats préfèrent boire directement au robinet, de l'eau qui goûte, d'autres préfèrent une fontaine à eau. Il faut absolument respecter. Il faut voir s'ils préfèrent une gamelle en verre, en métal, en plastique, et puis aussi avoir toujours un récipient qui soit rempli jusqu'au bord, le plus possible, parce que certains chats n'aiment pas tremper leur moustache dans l'eau. Le goût de l'eau a son importance également. D'aucuns préféreront l'eau du robinet, l'eau filtrée, voire l'eau en bouteille si nécessaire. Et puis éventuellement, on peut aussi adjoindre un goût à l'eau en ajoutant un petit peu de jus de thon, de saumon, de poulet, etc. en fonction de son animal. Alors, autre partie du traitement, c'est la nutrition. La nutrition, l'alimentation adaptée, en qualité et en quantité, bien évidemment. Il faut éviter le surpoids fréquent chez ces animaux à affection du bas appareil urinaire. Préférer, si possible, un aliment humide. Aujourd'hui, ça fait le consensus, puisque on a remarqué que la densité urinaire moyenne des chats qui consomment un aliment humide est inférieure à celle des chats qui reçoivent un aliment sec. Et des études ont montré que sur 44 chats atteints de cystite idiopathique féline, sur un an, eh bien, on a plus de récurrence des signes cliniques chez les chats qui reçoivent un aliment sec par rapport aux chats qui reçoivent un aliment humide. Sachant que si on passe d'une alimentation sèche à une alimentation humide, bien sûr on le fera progressivement pour éviter là encore tout type de stress. Il existe aussi des soupes pour chats qui peuvent être intéressantes. Alors maintenant la gestion de la douleur et de l'inflammation. C'est évidemment nécessaire, surtout pour le court terme. C'est un besoin impératif pour le chat, aussi pour le propriétaire. On utilisera donc des analgésiques ou des antispasmodiques, des anti-inflammatoires, sachant que dans ce cas précis, puisque nous avons affaire à une inflammation neurogène, les AINS sont certainement moins intéressants, d'autant plus qu'on a souvent des chats déshydratés, donc il faudra bien surveiller la fonction rénale si on administre des AINS. Un produit intéressant peut être le DHA, acide docosahexaénoïque, un oméga 3 en bout de chaîne, celui qui est utile chez le chat, qui est préconisé chez le chat. Le DHA permettra en fait d'être incorporé dans les membranes cellulaires au niveau des cellules de la vessie, et le DHA permet de réduire la production des médiateurs de l'inflammation. C'est quelque chose qui est parfaitement connu, parfaitement décrit. Il possède également un effet antioxydant et il permet d'avoir une bonne résolution de l'inflammation. Donc nous vous recommanderons d'utiliser du DHA pur, à savoir résolution 3, qui est présenté en flacon en petite pompe airless, donc à l'abri de la lumière et à l'abri de l'air pour assurer une meilleure conservation de cette molécule qui est très fragile. Et enfin, point clé, protéger la muqueuse vésicale. Pour protéger la muqueuse vésicale, eh bien, on va essayer d'apporter des gags, des glycosaminoglycanes pour maintenir la couche de gags. Ces gags sont composés essentiellement de sulfate de chondroïtine et de glucosamine. On a montré que la concentration en GAG dans les urines diminue chez les chats atteints de cystite idiopathique. Donc ça va bien dans le sens, dans le sens de l'intérêt de l'apport des GAG. D'ailleurs, en médecine humaine, on utilise fréquemment les GAG en intravésical. Le sulfate de chondroïtine, c'est le principal GAG qui nous intéresse pour
amené au niveau de la vessie du chat. Ce gag est d'origine systémique, il est filtré par le rein, donc un traitement par voie orale est possible. Encore faut-il qu'on utilise un sulfate de chondroïtine de très bonne qualité. Pour ça, on va utiliser un sulfate de chondroïtine le plus pur possible et de faible poids moléculaire pour s'assurer de sa bonne absorption intestinale. Alors Arcanatura vous propose une nouvelle génération d'aliments complémentaires, à savoir Calmurofel. Calmurofel, c'est un aliment complémentaire pour éviter la récidive de la cystite idiopathique chez le chat, et c'est basé sur la physiopathologie de cette affection. À savoir, dans Calmurofel, vous trouverez des gags, du sulfate de chondroïtine et de la glucosamine de grande pureté, qui ont montré leur bonne absorption intestinale, et ces gags permettront de restaurer la muqueuse vésicale, donc pour éviter toute dégradation au niveau de la muqueuse, du L-tryptophane qui agira sur le stress de l'animal pour diminuer le stress de l'animal, et l'acide hyaluronique sous forme d'Oralvis, qui est une molécule idem de grande pureté, qui va agir au niveau du taux de leptine, et en baissant le taux de leptine, on va agir au niveau du centre de satiété. Donc c'est intéressant pour ces chats qui sont fréquemment en surpoids. Donc ce produit se présente sous forme de gélule pour sa grande facilité d'emploi. Il se présente sous forme de boîte de 30 gélules ou 120 gélules. La posologie initiale pour un chat de moins de 3 kg est d'une gélule par jour, 2 gélules par jour pour un chat de plus de 3 kg, ce qui finalement est très fréquent. On donne ça pendant au moins 15 jours et puis ensuite on donne un traitement d'entretien d'une gélule par jour pour un chat de plus de 3 kg, une gélule un jour sur deux pour un petit chat de moins de 3 kg. Donc, facilité d'administration, produit qui est basé sur la physiopathologie de l'affection et très facile à donner. Voilà, je vous remercie et puis nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous via le site arcanatura.fr. Merci à tous.